On a fait 56 notes écrites pour le PV qu'on vous a transmises. Oui. Ce sont des explications de vote et on prévoit aussi, donc, je crois, 17 interventions, peut-être un peu moins si je fatigue, mais en tout cas, c'est ce qu'on a programmé. Je dis on parce que ce que je dis, évidemment, c'est la parole d'une équipe. Evelyne Cervantes d'Escube, d'abord, qui vous l'avez de toute façon excusée parce qu'elle est effectivement en arrêt maladie, elle est en longue maladie. Et malheureusement, elle ne peut pas participer aux réunions longues. Mais ceci dit, elle fait partie de l'équipe, elle est toujours là. Et puis, ce sont d'autres camarades aussi qui travaillent pour nous aider à décrypter les délibérations, qui est un boulot qui est pas très rigolo. Donc voilà, c'est pour remercier tout ce groupe-là et pour dire que ce groupe-là, c'est le groupe municipal Bordeaux en lutte, à ne pas confondre. Bon, ça, vous avez peut-être compris depuis un petit moment, à ne pas confondre avec le collectif Bordeaux en lutte. Et c'était justement, j'en profite pour remercier le collectif Bordeaux en lutte qui a bien payé les 5500 € qui était la condamnation en justice, parce que finalement, on a le droit de porter le nom Bordeaux en lutte. Et du coup, la justice a décidé de condamner à 5500 € d'amende le collectif. C'est nos avocats, donc Ariel Limi et notre avocate Yelena Sénard a bien reçu la somme de 5500 €. Et donc voilà, donc c'était pour remercier le collectif de respecter la condamnation en justice. Ouais, du coup, je me permets d'intervenir juste pour dire qu'effectivement, on souscrit, comme ça a été dit précédemment, à l'hommage qui est rendu aux victimes de la catastrophe qui n'est pas si naturelle que ça. Monsieur Armic, vous l'avez un peu précisé. C'est aussi le résultat de politiques désastreuses menées par des gouvernements locaux de droite et plus généralement parce que ça remonte à plusieurs années. Et d'ailleurs, je tenais à signaler quand même la colère de la population à l'égard de la visite du roi et puis des responsables politiques qui montrent aussi qu'il y a cette conscience que en fait, c'est pas complètement naturel. C'est à force de bétoniser, d'artificialiser les sols, et c'est le résultat de politiques précises, de politiques libérales, de politiques capitalistes, de politiques de course au profit, au détriment des populations et en méprisant les populations. Donc c'est aussi ça qu'a signalé. Donc après, le lien qu'on peut faire par rapport à ici, c'est qu'en fait, on a à peu près les mêmes politiques un peu partout, et qu'on n'est pas à l'abri, et que d'ailleurs, ça a été bien dit dans les médias, c'est qu'en fait, ce qui se passe à Valence et dans la région de Valence et puis Barcelone, vous avez vu les jours qui ont suivi, même un peu Madrid qui a été touché. Donc, ce qui se passe là, ça va se passer partout. En tout cas, le risque, il est partout. Et, donc, il y a un danger. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence à remettre en cause des politiques qui ont été mises en place pendant des années. Et ce sont des politiques. C'est là où c'est aussi une question démocratique qui est posée. Donc, voilà, c'est important aussi d'aller au-delà de l'hommage rendu, mais aussi de comprendre qu'il y a quelque chose, un mécanisme qui est en place qu'il va falloir combattre. C'est un rapport qui fait 108 pages, si j'ai bien noté. Ça sera très difficile, voire même impossible de rentrer dans les détails. Donc on va essayer de se concentrer sur juste l'introduction qui fixe un peu le cadre général finalement de la discussion. Donc sur l'introduction, là j'hésite parce qu'en fait j'ai 5 pages de notes, donc c'est ingérable. Mais on va essayer de se concentrer sur ce qui nous apparaît, nous, être l'essentiel. Donc en fait, vous faites en introduction une description du cadre général dans lequel on se trouve, évidemment. Donc c'est un cadre politique général, européen même, et pas que national. Vous parlez beaucoup de la crise, de choc, le mot est prononcé 14 fois. Vous parlez beaucoup de la dette, le mot est prononcé 34 fois. Donc on voit bien en fait la situation dans laquelle on se trouve, une situation difficile, une situation de crise. Mais la particularité, nous, ce qu'on trouve, et c'est de ce point de vue-là très orienté, mais à l'image d'une gauche qui est bien intégrée au système, c'est-à-dire qu'en fait, cette crise-là, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de responsable, en fait. Il y a une crise, voilà, ça va mal, il y a du déficit, il y a des problèmes de fiscalité, bon, mais on ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi il y a ça. Et surtout, il y a ce qui nous a apparu assez frappant, c'est cette sorte d'invisibilisation, finalement, d'une conséquence de la crise, qui est celle de l'explosion des inégalités sociales, qui est celle de l'augmentation de la pauvreté. Et il en est fait référence un petit peu au passage, mais en tout cas, c'est pas montré comme le phénomène central de la crise, finalement. Une pauvreté qui explose, qui se généralise, une précarité, une souffrance sociale qui concerne de plus en plus de populations, puisque c'est 10, 12, 14%, 16% de la population qui se retrouve aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté, en sachant qu'il y a 2 calculs différents concernant le seuil de la pauvreté, voire même 3 calculs différents. Donc en fait, cette invisibilisation des inégalités sociales et de la pauvreté permet de ne pas discuter de la
crise et du fonctionnement de ce système-là et de ne pas remettre en cause justement les politiques qui sont responsables de l'appauvrissement de la population et des inégalités sociales. Et des politiques libérales, des politiques financières, des politiques qui sont entre les mains des acteurs privés de l'économie, qui eux fonctionnent pour leur propre profit, pour les dividendes des actionnaires quand il y en a, mais en tout cas qui ne fonctionnent jamais au service des populations. Et donc vous parlez pas de ces aspects-là, pourtant vous êtes une gauche politique qui est censée justement avoir une vision un peu sociale de la société, vous évacuez ces problèmes-là et du coup ça se répercute évidemment sur le budget, où quand on voit le sommaire du budget, le sommaire il est déterminé par les histoires de dette, de fiscalité, d'encours, enfin on voit bien un peu toute la structuration financière ou juridique ou réglementaire, vous êtes obligé c'est sûr, et puis c'est le cadre de toute façon légal dans lequel on se trouve, mais ceci dit après, dans le sommaire, on ne voit pas justement d'orientation politique, ça n'apparaît pas dans le sommaire et ça n'apparaît pas non plus dans le contenu, donc on n'a pas de plan d'urgence, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on revendiquerait, c'est ce que nous on pense utile aujourd'hui, ce serait en fait partir, et c'est ce qu'on vous reproche tout le temps, on l'a fait tous les ans et on le refait là aussi, c'est qu'en fait comme vous partez pas des besoins de la population, comme vous partez pas du constat de la souffrance sociale, des problèmes urgents pour une partie de la population, finalement ça ne se voit pas évidemment dans le déroulé des orientations budgétaires. Donc en fait ce qui nous semble urgent aujourd'hui c'est de poser le problème de plan, de réponse politique et sociale à tout ce qui ne va pas aujourd'hui, notamment qui s'adresserait aux populations les plus modestes. Et donc du coup ça donne quelque chose de très déconnecté. Il y a des mots qui sont là évidemment, service public, d'ailleurs la citation de Mitterrand, c'est quand même bon de citer Mitterrand sur ces questions-là. Mitterrand, défense des services publics, c'est le capital de ceux qui en ont pas. C'est quand même bizarre qu'à la fois Mitterrand et puis à la suite Jospin et puis à la suite Hollande, la politique ça a été de démanteler les services publics. C'est quand même parce qu'aujourd'hui, vu l'état de fragilisation des services publics, alors c'est vrai que la droite y est pour beaucoup, mais c'est là où on voit en fait la continuité des politiques, parce qu'en fait vous indignez, il y a une indignation qui est logique sur effectivement le plan le projet de loi des finances, où c'est vraiment une austérité, un plan d'austérité supplémentaire. Donc l'indignation elle est logique, mais ceci dit, à quel moment on est sorti de l'austérité? À quel moment on n'a pas eu de plan d'austérité depuis 40 ans en réalité, depuis justement Mitterrand, 82-83, c'était le tournant de l'austérité. Et depuis, à quel moment on est sorti de l'austérité? Donc en fait, ça fait un peu bizarre de s'indigner d'un truc qui était largement prévisible, parce que quand on voit les Barnier, les Retailleau, la bêtise de ces gens-là, la bêtise et le mépris social, le mépris de classe qui existe parmi ces gens-là, c'est pas surprenant qu'il y ait un plan d'austérité. Donc voilà, c'est pas la peine de s'indigner aussi de ces choses-là. On pense qu'il y a aussi donc du coup surtout la remise en cause d'un système, et tant qu'on ne discute pas de ce système-là, tant qu'on n'essaie pas, y compris localement dans les collectivités, de voir comment on peut au moins limiter la casse et redresser des situations et notamment donc prioriser les besoins sociaux les plus urgents qui concernent les populations qui sont complètement aujourd'hui fragilisées par un ensemble de systèmes de violence de la société à travers la précarisation, le chômage, le mal logement, voilà. Et les services publics, oui, il n'y a pas de plan, il pourrait y avoir un plan, c'est bientôt fini, je vais vite, monsieur Hermic, je vais dépasser que de 20 secondes on va dire, un plan de service public de l'alimentation, un plan de service public de la santé, on pense qu'il faut des dispensaires de santé dans les quartiers, il faudrait un service public du logement contre les logiques du privé, des promoteurs, et puis service public postal évidemment, et puis j'oublie sur le, voilà, bon, donc du coup, vous avez compris un peu l'idée, voilà. On n'est pas d'accord, on votera contre. Merci. Ouais, c'était un petit ajout aussi sur l'affichage, parce qu'on a vu les droites scandalisées, utiliser d'ailleurs des mots assez forts sur ce rejet de ce que vous avez fait. C'est assez surprenant parce que nous, ça ne nous choque pas. C'est con que le journal Sud-Ouest ne reprenne pas toutes les stupidités des déclarations de la droite, parce que ça serait intéressant de voir ce florilège de choses un peu dingues. Alors sur l'affichage lui-même, ça nous choque pas, mais nous on pense que ça aurait été bien qu'il soit un peu plus clair, parce qu'en fait on n'avait pas compris spécialement, on a une limite de réflexion qui est peut-être assez faible, enfin vite atteinte, mais on n'avait pas compris que c'était une attaque contre le gouvernement en fait. Mais et c'est ça qui manque peut-être, c'est de dire voilà, oui, il y a un problème, on a un problème, il y a un plan d'austérité et les réductions. Non, c'est bon. Non mais bon, donc du coup, nous on pense que l'expression politique elle est importante, et oui, ça voudrait dire aussi que la gauche a son capacité de dénoncer ce qui se passe nationalement et en quoi ça peut avoir des conséquences néfastes évidemment pour la vie des habitants et des habitantes dans les villes comme Bordeaux. Donc on pense que l'attaque directe aurait été utile, mais c'est aussi tout le problème de l'expression politique. C'est vrai qu'il manque, la mairie elle a les moyens d'afficher comme ça, mais on aimerait bien aussi qu'il y ait justement un développement de la capacité aujourd'hui d'expression publique et qui permette justement
justement ce genre d'expression et de la développer et pas d'être indigné dès qu'il y a une expression politique ou dès qu'il y a un avis politique qui se met. Après, il faut arriver à faire qu'il y ait un débat politique qui se mette en place. Et donc pour nous, c'est pour ça que c'est pas choquant. Ensuite, sur juste la question de l'AFI, effectivement, c'est intéressant de voir comment la droite diabolise la France insoumise. C'est le débat national, c'est ce qu'il y a dans tous les médias aujourd'hui à l'heure actuelle depuis un bon petit moment. C'est le cas ici. Donc, grande originalité. La droite diabolise la France insoumise. C'est comme si ce qu'il y avait de pire dans le monde politique aujourd'hui, même la France insoumise serait en dehors de l'arc républicain, d'après une bonne partie de l'échiquier politique à droite et à l'extrême droite. Et ça montre aussi la dégénérescence du débat politique. C'est qu'en fait, on en est là aujourd'hui, alors que la France insoumise, ça reste un bout de la gauche et de la gauche radicale. C'est vrai, plus radicale en tout cas que le Parti socialiste et que les Verts, mais ça reste quand même de toute façon une gauche qui est qui reste réformiste. Et donc nous, effectivement, alors ça a été dit par l'élu Eckert, mais ça c'est toutes les subtilités de la vie politique aujourd'hui, c'est que la France insoumise est elle aussi divisée. Et en fait, qui n'est pas divisé? Le NPA est aussi divisé. Enfin, le PS est divisé. Donc en fait, on a la droite est divisée, l'extrême droite est divisée. Voilà. Donc en fait, c'est assez compliqué des fois à se repérer, mais on a, je tiens à le signaler, dans le public, des camarades de la France insoumise qui sont en soutien avec le boulot que le groupe municipal Bordeaux en lutte effectue. Et voilà, donc c'était aussi une manière de rendre hommage à l'aide que nous fournissent certains et certaines militantes de la France insoumise. Oui, nous, on ne voulait pas se contenter d'un vote pour. Si on vote pour, on soutient la délibération, même si on peut penser que toujours 1 500 €, mais c'est toujours ça, par rapport à l'organisation de la table ronde sur la soumission chimique et donc contre les violences sexistes sexuelles. Donc on approuve complètement la délibération, mais on intervient parce que nous aussi, comme les autres interventions précédemment, on a envie d'insister sur l'importance effectivement de ce travail-là et puis de ce soutien. Non. Et pour pas répéter des choses et puis pour pas paraphraser, c'est juste pour lire une toute petite déclaration du planning familial, pour utiliser leurs mots et leur façon de faire, pour montrer toute l'urgence qu'il y a de soutenir donc cette association-là. Donc je lis juste ça, cette citation du planning familial de Gironde. Nous évoluons dans un contexte politique particulièrement préoccupant. Le Premier ministre affiche des valeurs conservatrices et réactionnaires, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et des minorités de genre. À titre de rappel, il a voté contre le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale en 1982, contre la suppression de critères de conditions de détresse, entre guillemets, pour demander une IVG, donc toujours en 1982, et contre l'obligation pour les hôpitaux de disposer de médecins pratiquant des avortements, toujours la même année. Il s'est également opposé à l'obligation pour les hôpitaux d'avoir une cellule dédiée à la prise en charge des victimes des violences sexistes et sexuelles. Dans un tel contexte, où il est crucial de renforcer les droits, notamment en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, votre soutien permet au planning familial de la Gironde de continuer à porter haut et fort nos valeurs et de poursuivre les combats que nous menons depuis plus de 60 ans. C'est la fin de citation. Quand il est dit votre soutien, ça ne parle pas à la mairie, hein, c'est le soutien global. Là, c'est une réponse sur les soutiens qu'il y a eu effectivement ces derniers temps, vu la prise de conscience aussi peut-être du danger de plus en plus aigu en ce qui concerne les droits et les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Bon, là, on a bien compris que c'était le rapport d'activité de l'année 2003, que ce n'était pas la situation aujourd'hui. Oui, 2023, pas 2003. 2023. Ce qui nous apparaît par contre surréaliste, c'est que dans ce rapport d'activité de 2023, ou même dans l'introduction, enfin c'est l'introduction de la délibération, n'apparaît pas du tout la situation actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas du tout le lien entre 2023, c'est comme si finalement c'était une année correcte, et sauf que 6 mois après, il y a un plan de suppression d'emplois des 2/3 de l'effectif. Et donc c'est ce lien-là qu'on fait pas, qui n'est pas fait et qu'on trouve surréaliste. Alors évidemment, on voit les prémices un peu du problème, les risques, les petits échecs sur l'activité bancaire, tous les. Mais ça nous apparaît quand même problématique parce que ça n'explique pas les raisons pour lesquelles le choix grave a été fait de fermer tant d'agences, je ne sais plus combien, et en tout cas de supprimer les 2/3 de l'effectif. Donc on voulait quand même rappeler cette chose-là, enfin préciser ça et de redire en fait qu'on trouve assez lamentable qu'il y ait eu cette décision de prise, même si elle est évidemment justifiée. On peut penser que Claudine Bichet va intervenir derrière
pour insister et montrer à quel point il y avait que ça à faire. Mais le problème que ça pose, à notre avis, c'est que bon, il y a les errements de la gestion passée liés à l'activité de la droite, évidemment. Je pense que vous pourrez en dire un mot, hein, qui fait que quand vous arrivez en 2020, la situation est déjà problématique et presque catastrophique. Mais ce qu'on peut aussi reprocher, c'est qu'il n'y a pas que la responsabilité de la droite au pouvoir, il y a aussi votre responsabilité. En tout cas, c'est ce que pensent pas mal de salariés concernés. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 4 ans, qu'est-ce qui a été fait pour sauver l'institution et puis surtout pour préserver l'activité des prêts sur gage, qui était l'activité principale, l'activité sociale. Voilà. Et donc, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir cette sorte de raisonnement, toujours le même, ça a déjà été dit à Claudine Bichet, on a eu des réunions là-dessus. Ce qu'on vous reproche, c'est de traiter cette histoire-là comme si c'était presque une banque qui doit être rentable, alors que c'est un service public, c'est un service public social, et qu'on a l'impression que vous n'avez pas tout fait pour pouvoir faire en sorte que, à la fois, l'ensemble des emplois soit préservé, ou si jamais il n'y avait pas la solution autre que de supprimer des emplois, mais au moins de s'assurer, avant de mettre en place le plan de fermeture des agences et le plan de suppression d'emplois, de s'assurer que ces gens-là, que le personnel en question était, lui, assuré d'avoir un autre emploi derrière. Et donc, en fait, c'est ce traitement d'une direction, un traitement, on va dire, habituel, malheureusement. Dès qu'il y a un problème, ce sont les chers collaborateurs, parce que ça s'appelle comme ça quand même, ce sont ceux-là qui trinquent. Et par contre, les responsables, je ne parle pas que des responsables politiques, je parle aussi des responsables de la direction, qui ont vasouillé, qui ont en plus été pris à partie dans les rapports de la Chambre des comptes régionale, hein, puisqu'il y a eu quand même des irrégularités, des choses qui ne sont pas claires du tout. Certains, visiblement, ont été condamnés. Ce que disait le directeur, mais enfin le fait est que ceux qui trinquent, c'est toujours les personnes d'en bas, et donc ça nous pose un sérieux problème, et c'est ça qu'on voulait remettre en évidence. Et puis dernière petite chose, quand je parle de ces choses-là, visiblement ça énerve la direction du Crédit Municipal, qui se demande d'où vient ce que moi je peux annoncer, pas particulièrement là, mais dans d'autres discussions, et qui s'en prennent à des salariés parce que ils auraient parlé à Monsieur Poutou, et ça c'est peut-être un petit souci supplémentaire, hein, mais c'est pas la peine de chercher qui me parle, hein, c'est pas il y a des problèmes, et c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à dénoncer ça parce qu'on trouve injuste le fait que ce soit des salariés qui ont bossé, qui ont tenté d'assurer le service de qualité auprès des habitants qui en avaient besoin. Et on trouve que ce soit injuste, encore une fois, que ce soit ces gens-là qui trinquent. Et voilà. Et puis il y a un petit détail aussi, je ne vais pas être trop long. Le petit détail, c'est sur les revenus. Hein, il y a les revenus, effectivement, mais les revenus, c'est les revenus moyens. Et nous, on aimerait bien savoir les revenus de la direction, ou les écarts de salaire qu'il peut y avoir, parce que la moyenne des salaires, des revenus, ça dit pas grand-chose, et on aimerait bien, parce que ça aussi, ça peut être une des raisons, enfin des choses à réformer, c'est de diminuer les écarts de salaire et diminuer peut-être certains salaires de certains responsables qui en plus ne trinquent pas quand il y a des soucis. Voilà. Alors là, je vais vous lire juste des extraits, parce qu'on a une note de notre conseil scientifique, là pour le coup, assez longue, et donc je vais me contenter de sélectionner les avis, plus précisément sur les 6 orientations dont parlait Stéphane Pfeiffer. Donc voilà, c'est pas très très long, mais bon, ça dépassera pas les 5 minutes, quoi. Donc le premier avis, donc c'est sur le bilan de la thématique habitat et démographie. Ah, mais il y a un petit avis général d'abord, je vais le sauter, désolé. Voilà, l'avis général. Donc nous pensons qu'il serait judicieux d'éviter les phrases incantatoires du type, entre guillemets, le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, a permis de respecter la diversité des territoires et des modes de vie. Il vaut mieux éviter, car en réalité, la diversité des territoires et des modes de vie n'est pas définie ni opérationnalisée. Donc en réalité, on n'en sait rien. Donc on pourrait se passer, vous pourriez vous passer de ce genre d'affirmation. D'ailleurs, il est bizarre de commencer avec ces phrases gratuites, car personne ne peut confirmer, dire si c'est vrai ou pas, où on en est réellement ou pas. Bon, ça, c'était un peu un petit avis général. Alors après, avis sur le bilan, habitat et démographie. Nos critiques sur la politique de logement social sont bien illustrées ici. On est loin des objectifs et les mécanismes d'incitation sont quasi inopérants. Les solutions proposées sont à la fois faibles et contradictoires. Il n'est pas dit précisément comment on va répondre à un manque de logements sociaux, à part en espérant que les mécanismes d'incitation fonctionnent une fois modifiés. Vous dites que vous souhaitez un document moins normatif pour faire place à un PLUI de projet, donc négocier avec les acteurs privés. Or, on voit bien que les objectifs sont contournés, vous le reconnaissez vous-même, notamment il y a toujours un peu moins de logements sociaux par rapport à ce qui est demandé et prévu. Ceci est dans une logique d'urbanisme négocié.
Vous parlez d'avoir des règles moins fortes pour négocier un peu plus. Il faudrait, à notre avis, au contraire, des règles plus fermes, plus strictes et un rôle proactif et pas seulement incitatif de la puissance publique dans la construction des logements. On parle d'une stratégie foncière volontariste pour réguler les prix du foncier. Mais dans un contexte de croissance, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrivera qu'à ralentir temporairement l'augmentation. Il faut reconnaître qu'on ne s'en sortira pas sans plafonner les prix. Avis sur le bilan consommation des sols. La délibération se targue d'une plus grande efficacité foncière, mais pour l'instant, les mesures en place ne répondent pas à l'ampleur du problème. 51 hectares de zones à urbaniser passés en zone protégée, alors qu'on connaît près de 327 hectares d'augmentation des espaces urbanisés sur la période 2009-2015. Il faut effectivement s'activer sur la protection. On note également la perte de 159 hectares d'espaces agricoles. La pérennisation des petites activités agricoles en bordure urbaine est indispensable pour limiter l'étalement. Quel dispositif pour améliorer les conditions de vie et de travail des paysans sur ces zones? Quel dispositif de réimplantation pour non seulement endiguer l'étalement, mais aussi permettre la production d'une alimentation locale et de qualité? Avis sur le bilan nature et agriculture. Les solutions proposées ici correspondent à nos questionnements concernant le point précédent. C'est effectivement avec un plan pour une agriculture paysanne et ceinture urbaine qu'on arrivera à attaquer de front les problèmes d'alimentation et d'étalement urbain. On ne sait pas ce que contient le projet métropolitain sur ce plan. Bernard Friot, vous connaissez peut-être, propose à notre avis le meilleur horizon avec son travail sur la sécurité sociale de l'alimentation. Comment garantir des marchés pour des implantations d'agriculture paysanne vertueuses, ainsi que l'accès à une nourriture de qualité pour tous. Des subventions aux agriculteurs, ça ne suffit pas. Avis sur le bilan environnement. C'est bien de réduire l'émission des gaz à effet de serre dans le transport public, mais qu'en est-il des déplacements en voiture et des émissions du secteur privé? En ce qui concerne les logements, il faut rappeler que la moitié de l'empreinte carbone d'un bâtiment se fait à la construction ou lors de sa construction. Il faut absolument et d'urgence limiter au plus possible les démolitions et les constructions nouvelles et mettre le paquet sur les rénovations. Des règles strictes doivent être inscrites au PLU en ce sens. Les recommandations et objectifs ne suffisent pas. En ce qui concerne la consommation d'eau qui augmente par habitant, qu'en est-il des gros consommateurs comme l'industrie, l'agriculture intensive, etc. Un commentaire de plus. Nous soulignons la contradiction fondamentale entre la politique d'attractivité de la métropole, avec sa croissance, et la nécessaire réduction de la consommation des ressources et des émissions de gaz à effet de serre. L'attractivité égale croissance urbaine, égale urbanisation, égale consommation de ressources et émissions en gaz à effet de serre en hausse, ce qui paraît logique. Avis sur le bilan mobilité. D'abord, on peut dire que le PLU qui concerne la ville-centre n'est pas à l'échelle des problèmes de mobilité dans un système urbain, aujourd'hui à une échelle régionale. On peut régler les problèmes de piétonisation, etc. Il ne peut donc pas tout régler sur ce point on ne peut pas tout régler sur ce point avec un PLU. En vrai, la première mesure pour réduire l'usage de la voiture, c'est d'éviter l'étalement de la métropole au lieu de poursuivre l'attractivité et courir derrière un étalement avec la prolongation d'un réseau de transport en commun. Il y a un retard dans le développement du transport en commun, certes, mais il faut d'abord inverser la tendance en termes d'étalement, car c'est surtout les publics plus modestes qui sont chassés des centres-villes et qui dépendent ensuite de l'usage de la voiture. D'où l'importance, encore une fois, de l'implantation agricole, de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers et de l'implantation des logements sociaux dans le centre urbain. Et enfin, l'avis sur le bilan économie et commerce. Merci. Vous pouvez conclure, oui. Oui, je finis juste, c'est le dernier avis. Vite fait, excusez-nous. Politique économique de soutien à l'attractivité en totale contradiction avec toutes les rubriques plus haut. On soutient l'arrivée de cadres sur le territoire. On laisse la plus grande part des chômeurs sans solution. Pas étonnant que les prix du foncier et des loyers augmentent au détriment des travailleurs moins qualifiés et qui s'éloignent et dont certains, je finis juste, il ne reste plus grand-chose, hein, désolé, d'utiliser la voiture. La solution de développer une offre d'emploi et de logement pour ces travailleurs en périphérie autour du RER métropolitain assume complètement le fait de se débarrasser des populations moins diplômées et moins aisées du centre métropolitain. Merci. On est clairement sur une stratégie de développement en contradiction totale avec les objectifs écologiques. Notamment, merci, M. Poutou. La dernière phrase, notamment de réduction de l'étalement urbain de consommation des ressources et d'émissions de GES, ainsi qu'avec les objectifs sociaux évoqués plus haut. Désolé, c'était long. Merci. Du coup, j'enchaîne sur... ça tombe bien que ça discute absentéisme, y compris du côté de la droite, mais on le voit aussi comment le gouvernement, c'était d'actualité, traite aussi ces questions d'absentéisme.
On l'a vu sur un autre aspect, c'est la question de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale, où on voudrait économiser sur les dépenses en augmentant le nombre de jours de carence. Et donc avec l'idée que ça pourrait limiter les arrêts maladie. Donc en fait, avec ce mépris réel de déconsidérer la souffrance au travail et de ne pas prendre en compte justement le fait que s'il y a de l'absentéisme, c'est le symptôme de quelque chose. À moins de considérer évidemment que du côté des salariés, il y aurait des feignants ou des gens qui, moins ils en feraient, mieux ce serait. Mais sinon, en fait, c'est le signal de dégradation de conditions de travail, ou en tout cas, effectivement, de conditions de travail difficiles, pénibles, que ce soit sur des questions physiques ou des questions morales ou mentales. Et ça peut être lié, effectivement, aux rapports sociaux dans une entreprise, à des rapports hiérarchiques ou même y compris avec des rapports entre les collègues. Donc l'absentéisme, c'est forcément le symptôme d'une difficulté et d'une souffrance. Et le traitement qui est fait par l'actuel gouvernement est très problématique parce que ça ne peut qu'aggraver la situation. Donc là, oui, ça discute de ça parce que les chiffres apparaissent un peu importants et tant mieux, ça réagit. Mais bon, je ne vais pas redire ce que j'avais dit dans une intervention précédente, mais encore une fois, la question de l'absentéisme peut se traiter effectivement, donc ça peut vouloir dire, si tout le monde est d'accord là-dessus, de travailler sur... Parce qu'en fait, le problème du rapport, c'est comme tous les rapports que vous faites, enfin souvent, c'est que c'est vrai, ça a été dit par M. Florian, je crois, ou d'autres, c'est que c'est hyper détaillé. Il y a un vrai travail. De ce point de vue-là, il y a des éléments. Il y a les éléments pour la discussion. Il y a tout ce qu'il faudrait pour voir comment les choses peuvent évoluer. Il y a des chiffres et tout ça. OK, mais après, le problème qu'il y a, c'est que dans ce rapport-là, il n'y a pas l'analyse des chiffres. Ou alors, ce sera à nous de le faire dans le cadre de la discussion. Donc, du coup, il y a effectivement ce travail à faire sur l'absentéisme, d'où ça vient et comment on peut agir là-dessus. Et là, il n'y a même pas de début de réflexion dans le rapport, même si Delphine Jamais, dans sa présentation, elle laisse entendre qu'effectivement, il peut y avoir une réflexion. En tout cas, il y a un souci, il y a une préoccupation. Mais voilà. Et donc, il y a cet aspect-là, mais après, il y a aussi l'aspect de l'effectif. Et notamment, ça a été dit, la part de contractuels ou la part de titulaires, elle évolue, mais dans un sens pas forcément très positif. C'est qu'il y a de plus en plus, au fil des années, un taux de contractuels ou de précaires ou de temps partiel et qui révèle aussi quelque chose. C'est peut-être des difficultés de recrutement, c'est dit en tout cas comme ça par la mairie, mais ça peut être aussi un souci de diminuer ou de réduire les coûts, parce qu'on voit aussi quelque part dans la façon dont sont formulées les histoires de masse salariale, c'est en fait la masse salariale, mais c'est toujours le discours patronal en fait, comme l'absentéisme d'ailleurs. L'absentéisme c'est un problème et c'est évidemment la chasse à l'absentéisme, c'est aller faire chier les salariés qui sont trop souvent absents, et la question du salaire c'est toujours un poids. C'est comme vous avez vu les cotisations sociales, ce sont des charges à tort d'appeler ça comme ça, et pas des cotisations sociales. Et donc la masse salariale, c'est un problème, parce qu'il y a trop de dépenses là-dedans, donc il faudrait économiser. Et peut-être que le résultat, parce que c'est pas qu'à Bordeaux, c'est de plus en plus de contractuels, parce que ça reviendrait peut-être moins cher, et on peut s'en débarrasser peut-être plus facilement, ou en tout cas on peut mettre aussi la pression plus facilement sur des personnes qui sont sous contrat. Donc il y a toutes ces difficultés-là qui ne sont pas juste propres à Bordeaux, qui sont propres à une situation générale, et on voit les évolutions, elles sont les mêmes, dans le privé comme dans le public. Donc il peut y avoir aussi une réflexion là-dessus. Et si on veut répondre à la souffrance ou si on veut à la sociale dans le travail ou si on veut répondre à toutes les difficultés qu'il peut y avoir, ça peut être aussi en se posant les problèmes de cette manière-là. Sur la question de l'emploi, juste, je suis long, mais ce que je vous propose, parce qu'on a plein de trucs, c'est pareil, c'est faire une note si ça vous va, pour compléter. Mais là, je finis juste sur un aspect. L'aspect qui est repris souvent par la droite, cette sorte de focalisation sur les chiffres du côté des effectifs de la police. Alors voilà, il a été dit plusieurs fois, 10, en fait 10 c'est pas vrai, machin, je sais pas, et donc du coup, mais pourquoi cette focalisation-là? Parce que je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, qu'il faut pas discuter de ça, et je sais qu'il va y avoir un débat là-dessus, la sécurité, la délinquance, les méchants jeunes dans les quartiers, tout ça, ok, enfin pas ok justement, mais pourquoi on s'intéresse pas aussi plus précisément aux chiffres dans d'autres services? Pourquoi c'est celui-là qui ressort tout le temps? Et on peut faire le constat que ce soit dans les personnes qui sont au contact de la population ou pas, dans les services administratifs ou les espaces verts ou les ATSEM, pourquoi on n'est pas préoccupé aussi par le niveau de recrutement et la qualité donc du travail qui pourrait derrière? Parce qu'en fait le problème qui nous est posé à notre avis, et je finis là-dessus, c'est en fait ce qui compte, c'est est-ce que les services, avec le personnel qu'ils ont, ils sont en capacité de répondre aux besoins des habitants et des habitantes. Voilà, et c'est ça le calcul qu'on devrait voir, si ça suffit ou pas, et c'est là où on peut discuter d'éventuellement accroître les recrutements. Voilà, j'arrête là-dessus, mais ce que je vous propose, c'est une note écrite qu'on envoie demain matin. Ouais, je suis embêté parce que j'aimerais, comme vous tous et tous, arrêter le plus vite possible le conseil municipal, mais on avait prévu d'intervenir là-dessus.
Alors c'est bon, de toute façon, Monsieur Azoir, il sait très bien le désaccord qu'on a globalement avec la façon de gérer ces questions de sport, sport amateur, sport haut niveau. Bon, là, on est en fait, on s'abstient sur la délibération parce qu'en fait, on ne veut pas voter contre des aides ou des subventions, même si on ne partage pas complètement la philosophie. Mais juste, c'était aussi pour dire que c'est le décalage qu'il peut y avoir à l'actualité, parce que comme on parle de sport professionnel et d'aide au sport professionnel, on peut aussi parler des Girondins de Bordeaux, mais enfin juste on va dire deux mots, on va pas être trop long là-dessus, mais c'était l'occasion pour nous, et ça aurait été, on n'aurait pas apprécié ne pas le faire, mais de dénoncer les licenciements, le plan de licenciement qui est à l'heure actuelle. Alors c'est pas la mairie qui licencie pour le coup, on n'est pas avec les problèmes liés au crédit municipal de Bordeaux, mais c'est un plan de licenciement, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a le début du plan de licenciement, c'est la plupart 70 sur les 97, il resterait plus que 10 personnes à peu près, mais voilà, c'est aussi pour dire que c'est en ce moment et que ça, à la fois c'est un plan de licenciement injuste, la mairie n'est pas directement responsable et la métropole n'est pas directement responsable, mais ça pose le problème quand même de ces collectivités qui ont soutenu la direction actuelle, qui avaient soutenu les anciennes directions. Et là, encore une fois, les magouilles, les opacités dans ce monde-là, qui c'est qui paye? Ce sont des salariés, quoi. C'est l'administratif, c'est l'entretien des espaces verts, c'est le monde éducatif, c'est la section féminine qui est écartée, c'est l'école de formation qui est aussi trinque. Voilà, c'est ce dégât, quoi. Le dégât humain et social, le dégât sportif. Et on pense que, quelque part, quand même, les collectivités, elles ont une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Dès le départ, il aurait fallu ne pas marcher dans la combine de ces gens-là, de ces affairistes et tout ça. Donc, bon, c'est facile à dire après coup, sauf que nous, on le disait au départ, parce qu'on avait voté contre en métropole sur la mise en place, enfin sur le soutien à la nouvelle direction des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, c'est pour dire ça. Et ça a un lien évidemment avec cette délibération-là, parce que ça pose le problème de comment on soutient, qui on soutient. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des situations qui auront des conséquences, y compris sur le sport amateur, quoi. C'est pas juste des clubs des Girondins qui sont en difficulté avec un plan de licenciement. C'est aussi tout ce monde-là de sport qui prend un grand coup, et puis nous on pense que ça aura des dégâts collatéraux très importants. Donc c'était important pour nous de le dire et d'intervenir sur cette question-là lors du conseil municipal. Merci. D'abord. Oui, je me permets d'intervenir une deuxième fois, c'est court, c'est parce qu'en fait j'avais deux questions à poser ou deux problèmes à poser rapides, et si je le faisais pas, je pense que je me serais secoué. Par qui ? Sur le sport, sur l'équipe féminine, ça a été abordé. En fait, il avait été question à un moment donné d'aller vers une SKIC, ou en tout cas, c'est ce que nous a compris, enfin c'est ce que nous a fait comprendre qui était un peu en perspective à un moment donné. Là aujourd'hui, l'équipe féminine est prise en charge par Jean-Louis Trio et une sorte d'assos ou d'entreprise. Et donc la question c'est ça, c'est la suite, c'est quoi? Parce qu'en fait, ça fait le lien avec les interventions de Monsieur Hormic ou de la mairie de Bordeaux par rapport à la question de la crise des Girondins de Bordeaux. C'est en fait la rupture avec la gouvernance actuelle, parce que c'est les mots que vous utilisez. Qu'est-ce que ça veut dire en fait si on repart dans des clubs gérés par des entreprises, et en plus par des anciens responsables des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, donc c'est aussi l'importance qu'il y a, et c'est revendiqué en tout cas par une partie des fans de foot ou une partie d'un milieu qui suit le sport de plus ou moins près. C'est la question de renouer avec un sport populaire, avec des structures associatives et une sorte de structure coopérative qui permet à la fois aux sportifs, aux supporters et aux habitants dans les quartiers de pouvoir s'impliquer un peu plus directement dans l'aventure, dans ces aventures-là. Donc ça, c'était un aspect. Et l'autre aspect, c'est par rapport aux supporters, vite fait. On a des discussions avec des gens qui sont pas forcément, qui appartiennent, parce que vous avez vu, c'est dans la presse aussi, il y a des conflits, des tensions entre le groupe, on va dire, historique des supporters du Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, et puis un groupe un peu plus récent, les Northgate. Et donc, il y a un conflit des tensions. Et donc, ce que nous, dans les discussions, on a pu avoir, c'est cette demande, vous avez dû l'avoir aussi, cette demande, d'une médiation, quoi. Est-ce que la collectivité, est-ce que la mairie ou la métropole peuvent aider, parce qu'en fait, visiblement, il y a une forte inquiétude du côté de certains supporters et supportrices que ces tensions-là peuvent dégénérer encore et aller plus loin, même si ça apparaît complètement dingue, ce qui se passe entre les deux clubs sportifs. Mais voilà, donc c'est aussi le rôle que peut jouer dans ces cas-là la mairie ou la métropole pour essayer d'améliorer la situation et de répondre à des demandes des supporters et des supportrices, parce que ça paraît aussi hyper important qu'il y ait quelque chose qui se mette en place de beaucoup plus ou démocratique, ou en tout cas que ça fonctionne un peu mieux que ce que jusqu'à présent, quoi. C'est pour dire qu'on vote pour la délibération, on vote pour le soutien, mais c'est vrai qu'on avait nous aussi
des soucis avec certaines formulations ou des désaccords. Donc là, je cite les phrases. Dès l'introduction, donc effectivement, la guerre en cours depuis les attaques terroristes à Israël, bon, c'est une rectification qui a été en partie faite précédemment, mais c'est vrai que, en fait, c'est une guerre. Si c'est une guerre coloniale, autant la caractériser. Et c'est pas depuis le 7 octobre, c'est depuis bien plus longtemps. Enfin, vous le savez, ça s'entend quand même. Donc ça, c'est une chose qui nous apparaît importante, qui aurait dû être rectifiée, parce que là, du coup, c'est pas factuel. Un peu plus loin, en souhaitant détruire certaines positions du Hezbollah, l'armée israélienne a aussi impacté un grand nombre d'habitants de ce pays. En réalité, d'abord, que va faire Israël au sud Liban et attaquer le Hezbollah ? Déjà, première chose, et puis surtout impacter un grand nombre d'habitants. Mais en fait, c'est la volonté visiblement d'Israël, c'est d'impacter les habitants, et donc c'est directement les habitants, parce que si c'était vraiment le souci de viser uniquement des combattants du Hezbollah, ça se passerait pas de cette manière-là. Donc du coup, c'est aussi pareil, des formulations qui sont quand même pour le moins problématiques. Et ensuite, ça parlait effectivement tout à l'heure, c'était Vincent Morin qui parlait du droit international et puis du respect des comment on appelle ça, des délibérations de l'ONU, là, des résolutions de l'ONU, de l'ONU, et c'est vrai qu'elles sont jamais résolues, ça fait depuis très longtemps, depuis le début quasiment, mais on pourrait aussi parler d'un autre problème, et peut-être que demain, la prochaine fois, il y aura une délibération de soutien à la population kanak, là aussi où des résolutions de l'ONU pour la décolonisation du territoire kanak ne sont pas respectées, et on pourrait penser qu'il y aurait besoin d'un soutien aussi des collectivités comme la mairie de Bordeaux envers la population kanak qui se bat pour ses propres droits et pour son autonomie et pour vivre décemment. On pourrait même l'étendre, et ça c'est le territoire dit français, une autre colonie qui s'appelle la Martinique, qui est aujourd'hui marquée par des mouvements de contestation sociale, et pas juste des contestations sociales, c'est des luttes aussi contre les discriminations, contre une forme de racisme, contre une domination coloniale. Et donc c'est pour dire qu'en fait la question coloniale aujourd'hui, elle ne concerne pas uniquement, même si c'est l'endroit le plus dramatique avec les bombardements à Gaza ou au sud Liban, et puis tout ce qui peut se passer autour dans la région, c'est un problème très aigu en ce qui concerne aussi l'État français ou la République française qui muscle les situations et qui n'hésite pas à réprimer brutalement des revendications sociales et politiques qui sont complètement légitimes. Voilà, donc on pense que cette question du soutien, elle peut s'étendre largement, mais en tout cas, en attendant, on approuve le soutien à la population libanaise victime des bombardements israéliens. Voilà. Moi, ce coup-ci, je vais lire la note qui était prévue. Mais elle est courte, je pense. Ouais, elle a l'air courte. Elle est courte. Donc, en fait, on vote pour la délibération. Et on partage la volonté affichée de promouvoir la continuité éducative. Mais on tenait quand même à faire des remarques parce qu'on trouve assez bizarre ou surréaliste, c'est peut-être exagéré de dire surréaliste, mais qu'il y ait à côté de cette volonté de défendre la continuité éducative, qu'il n'y ait pas de remarques ou de prise en compte de la difficulté de l'école. Et il n'y a rien sur les difficultés de l'école. C'est comme s'il n'y avait pas la situation telle qu'on peut la connaître. Il n'y a rien sur les revendications du personnel de l'éducation nationale ou des experts sur le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de formation. Comment vanter l'école sans faire référence aux mobilisations, même très récentes, sans s'appuyer sur des revendications donc, du personnel, sans prendre en compte la réalité politique, les réalités de la politique ou des politiques qui mettent en danger l'école publique. Rien donc sur les coupes budgétaires dans l'éducation nationale, et je crois que c'est quand même plutôt d'actualité avec ce qu'on a pu discuter. Je ne vais pas aborder encore les questions nationales, sur les suppressions de postes, sur le manque de remplaçants dès le début de l'année, en fait, sur le fait qu'il ait fait appel à des contractuels qui sont ou pas, ou peu, ou trop peu formés, sur le manque systématique de médecins scolaires, sur le fait qu'il y a de moins en moins de RASED. Voilà, le résultat, le métier d'enseignant n'est plus attractif, comme ça paraît. Donc ça paraît compliqué de rendre l'école attractive, parce qu'il est question de ça, de rendre l'école attractive, mais si à côté de ça elle est attaquée, bon voilà, vous comprenez peut-être un peu l'idée, quoi. Donc on a l'impression d'un décalage entre la réalité et puis donc on dénonce de toute façon l'hypocrisie du gouvernement qui casse l'école. Alors c'est pas que ce gouvernement-là, on pourrait aussi remonter à beaucoup plus loin. Il y a une sorte de tradition de s'attaquer à l'éducation nationale et à l'ensemble des services publics. Et en même temps, donc il y a ça, et puis en même temps, il y a la tentative de mettre des dispositifs de coopération
coopération entre l'école et les associations. Donc voilà, tout ça, ça nous apparaît compliqué parce que la force de destruction semble beaucoup plus forte que la capacité d'empêcher justement les dégâts liés aux politiques qui sont menées. Voilà, donc c'est donner des moyens. Nous, on pense qu'il faudrait aussi discuter de donner des moyens aux centres sociaux qui connaissent bien les familles en difficulté, donc en lien avec le système scolaire. Éviter les tensions dans les quartiers, c'est d'être plus près des préoccupations des familles, c'est faire en sorte que les familles ne soient pas expulsées de leur logement parce qu'il y a des impayés. Donc vous imaginez, vous le savez, les conséquences des enfants quand les familles sont expulsées, les difficultés du suivi scolaire. Tout ça, ça compte et c'est quand même lié aussi à des politiques d'expulsion et des politiques qui sont quand même d'une injustice flagrante. Et puis donc la fin, que se passe-t-il pour les jeunes qui quittent les systèmes scolaires? Visiblement, on ne voit pas ce qui est prévu. La cité éducative donc reste principalement orientée vers un public scolarisé, primaire et collège. On constate aussi qu'il y aurait peu d'actions pour les plus de 18 ans. Qu'est-ce qui est mis en place pour éviter les tensions dans les quartiers, en lien donc toujours pareil avec la question scolaire? Il y a eu un rapport sur les cités éducatives qui indique des résultats mitigés, peu de liens entre les différents acteurs, écoles, parents, associations, peu de temps pour mettre en place de véritables projets. Voilà, c'est donc des constats liés à la lecture de la délibération. Merci. Bah déjà, ça dépend aussi de ce que vous allez dire par rapport à ça. On ne sait pas quelle position a la majorité, parce qu'après, du coup, ça change la suite. Si c'est juste la droite qui vote cette mission-là, bon, il n'y a pas de suite. Si la majorité décide de soutenir cette proposition-là, ça pose le problème de concrètement comment peut s'organiser cette mission-là. Et ça nous intéresserait d'en discuter. Parce que nous, en fait, on est partagés là-dessus. On est en désaccord, grosso modo, avec de toute façon la philosophie de la droite ou des groupes de droite. Parce qu'on se doute bien que cette proposition de mission, elle rentre dans une campagne qui va être sécuritaire ou ultra-sécuritaire. C'est vrai que dans les formulations du coup de la demande, il n'y a pas un contenu qui est clairement réactionnaire ou bon, il y a une demande de réflexion, de voir comment on peut faire, comment on peut améliorer les conditions de travail du personnel de la police municipale. Donc on voit bien qu'il y a des aspects qui sont même sociaux. Donc du coup, on est partagé là-dessus. Mais nous, on pense que il peut y avoir un intérêt à cette mission-là parce que c'est une discussion sur comment on répond à des problèmes qui sont posés. Mais nous, on pense qu'on ne peut pas le contenir à cette histoire de police parce que derrière, après, c'est la question, bon, évidemment, ça a été dit, de la délinquance, du trafic de drogue et tout ça. Et nous, on pense que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. C'est la question de l'ensemble des services publics. C'est tout à l'heure, on parlait de l'éducation, de la continuité de l'éducation, le lien avec l'école, la question de l'emploi, la question des conditions de logement. Tout s'imbrique. Et on ne peut pas avoir cette vision uniquement répressive ou éventuellement répressive par rapport à une sorte de tension ou de niveau de violence dans la société. Donc nous, on pense que cette mission-là, elle peut avoir un intérêt, mais ça voudrait dire avoir un regard plus élargi sur, effectivement, les difficultés auxquelles on est confronté, nous, en tant qu'habitants et habitantes, comment on peut y répondre. Et ça suppose un regard, pourquoi pas, sur l'état de la police municipale, puisqu'en plus, il y a des contestations. Hein, ils posent aussi le problème de leurs propres conditions de travail, mais c'est en lien avec d'autres services publics. Et donc, on pense qu'il faut élargir. Et après, l'histoire de la commission, enfin, si la mission se met en place, effectivement, comment elle pourrait travailler, qu'est-ce que ça, peut-être de préciser un peu le mode de travail et les objectifs.